Après 12 ans passés à diriger l'entreprise familiale, mes parents m'ont mis dehors et ont nommé mon neveu de 22 ans PDG parce qu'il est intelligent comme sa mère. Maintenant qu'il a détruit la société, il me supplie de les aider. Bonjour à tous. J'ai toujours pensé être un gars qui gère bien sa vie, mais dernièrement, je commence à tout remettre en question. Laissez-moi vous planter le décor. Tout a commencé à la fête des 60 ans de mon père, et je jure que ma vie a basculé en un instant. Pour vous donner le contexte, j'ai travaillé dans l'entreprise de mon père pendant 12 ans. 12 années de dévouement, d'efforts acharnés et de construction de l'affaire. Je pensais que tout était tracé. Je croyais que j'hériterais de l'entreprise un jour, comme n'importe quel membre loyal de la famille pourrait s'y attendre après avoir consacré autant de travail. C'était une grande fête, honnêtement. Nous avions des amis, de la famille, des associés d'affaires, bref, tout le monde. Ma mère et mon père adorent faire la fête, et celle-ci ne faisait pas exception. L'alcool coulait à flot, la nourriture était incroyable, tout le monde semblait passer un bon moment. Puis est venu le moment où mon père s'est levé pour porter un toast. Je pensais que ce serait le discours habituel, quelques blagues, un remerciement sincère, et peut-être une remarque sur le fait qu'il avait hâte de prendre sa retraite. Mais non. Il a lâché cette bombe. Je suis heureux de vous annoncer qu'après beaucoup de réflexions et de discussions, je suis prêt à prendre ma retraite dans quelques mois. Et j'ai décidé de passer le flambeau de PDG à quelqu'un que je pense capable de porter l'entreprise vers de nouveaux sommets. Mon petit-fils, Mike. Je suis resté figé. J'ai cru avoir mal entendu. Petit-fils? Mike? Le gamin a 22 ans. Tout juste diplômé d'une école de commerce. Aucune expérience réelle. Et pourtant, c'est lui qui allait prendre les rênes de l'entreprise à laquelle j'avais consacré plus d'une décennie de ma vie. Les applaudissements et les félicitations dans la salle me transperçaient comme des poignards. Mon cœur battait la chamade, et j'avais l'impression que mon estomac s'effondrait. J'ai essayé de garder mon calme, mais à l'intérieur, j'étais furieux. Ne vous méprenez pas, je n'ai jamais détesté Mike. C'est un gamin sympa quand on discute avec lui lors des réunions de famille, mais il est jeune et inexpérimenté. Il n'a pas la moindre idée de ce que signifie diriger une entreprise, et je peux l'affirmer avec confiance, car c'est moi qui la faisais tourner depuis des années. Tout ce que Mike a, c'est un diplôme flambant neuf, et la confiance mal placée de mes parents. Moi, en revanche, j'avais des années de sueur, de sang et de sacrifices investis dans cette boîte. Mais apparemment, cela ne comptait pas beaucoup. Après le toast, tout le monde a repris ses conversations, mais je n'arrivais même pas à assimiler ce qui venait de se passer. Ma femme est venue me voir, et j'ai dû avoir l'air d'avoir vu un fantôme, parce qu'elle m'a tout de suite demandé ce qui n'allait pas. J'ai juste secoué la tête et lui ai dit qu'on en parlerait plus tard. J'avais besoin de temps pour comprendre ce que j'allais bien pouvoir faire. Plus tard, dans la nuit, après le départ des invités et une fois la maison calme, j'ai confronté mon père en privé. Je pensais qu'il m'expliquerait que ce n'était qu'une formalité, ou que je resterais fortement impliqué. Quelque chose qui justifierait cette décision insensée. Mais non. Il a persisté. Il m'a dit qu'il croyait que Mike était le bon choix parce qu'il était jeune, plein d'idées nouvelles, et qu'il avait un diplôme. Un foutu diplôme. Pendant ce temps-là, c'était moi qui construisais les relations avec les clients, qui gérait l'équipe, et qui m'occupait des opérations quotidiennes depuis plus d'une décennie. Il a même eu le culot de me dire, tu peux toujours travailler avec lui, tu sais. Le former. Lui montrer les ficelles. C'en était trop. Je lui ai dit sur le champ que je ne pouvais pas rester. Il était hors de question que je travaille sous les ordres de Mike après tout ce que j'avais fait pour l'entreprise. Ce n'était même plus une question d'argent ou de titre. C'était une question de principe. J'avais mérité ce poste. Je le méritais. Et apprendre que je n'avais même pas été envisagé, c'était comme une gifle en plein visage. Les jours qui ont suivi sont passés dans un brouillard. Mes parents ont essayé de me dissuader de partir, disant que j'étais dramatique, que je devais penser à la famille, mais je ne voyais pas les choses autrement. S'ils n'appréciaient pas mon travail au point de m'écarter du rôle pour lequel je m'étais préparé, alors je ne voyais pas l'intérêt de rester. Alors, j'ai remis ma démission, j'ai vidé mon bureau et je suis parti. Sortir de ce bureau pour la dernière fois a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. J'avais passé tant d'années là-dedans. Je connaissais chaque recoin de cet endroit, les bons comme les mauvais. Ce n'était pas juste un boulot pour moi, c'était une partie de ma vie. Partir, c'était comme me couper un membre, mais je savais que je devais le faire. Rester aurait été encore pire. Ma femme a été incroyablement soutenante tout au long de cette épreuve. Elle m'a dit qu'elle respectait ma décision et qu'elle était fière de moi d'avoir tenu tête. Elle voyait à quel point cela me blessait, mais elle savait aussi que je ne pouvais pas rester dans une situation où je n'étais pas respecté. Ce soutien comptait énormément pour moi, car, honnêtement, j'avais l'impression que le reste de ma famille était contre moi. Ma mère n'arrêtait pas d'appeler, me suppliant de reconsidérer. Mon père est même venu chez moi à l'improviste pour tenter de me convaincre de revenir. Mais chaque fois qu'il demandait, ma réponse restait la même, non. Le plus difficile dans tout ça, c'était ce sentiment de trahison. Mon père et moi étions proches, surtout au début, quand nous avions lancé l'entreprise. J'avais abandonné ma propre carrière pour l'aider à bâtir son rêve, et maintenant, j'avais l'impression qu'il me jetait. Et pourquoi?
Pour cette idée que Mike représentait l'avenir juste parce qu'il avait un diplôme? Ça n'avait aucun sens. Après mon départ, je n'ai pas eu de nouvelles directes de Mike. Je ne sais même pas s'il voulait vraiment ce poste ou s'il a accepté parce que mes parents l'Y ont poussé. Peu importe. Le mal était fait. Mes parents avaient fait leur choix, et je devais faire le mien. Les premières semaines après ma démission ont été dures. Je n'arrêtais pas de rejouer la conversation avec mon père dans ma tête, en me demandant si j'aurais pu dire ou faire quelque chose de différent. Mais à chaque fois, j'en arrivais à la même conclusion, j'avais pris la bonne décision. Il était impensable pour moi de rester et de regarder Mike se débattre en dirigeant l'entreprise pendant que je me taisais, les bras croisés. Ce n'était plus seulement une question personnelle, c'était une question de respect de moi-même. Donc voilà où j'en suis, 6 mois plus tard, encore en train de reconstruire ma vie. Je garde mes distances avec ma famille, en me concentrant sur mes prochaines étapes. Et aussi douloureux que ce soit de l'admettre, je pense que partir était la meilleure chose que je pouvais faire. S'ils ne voyaient pas ma valeur, je n'avais aucune raison de rester. Après avoir quitté, je pensais tirer un trait définitif sur l'entreprise familiale. Je ne voulais plus y penser, en entendre parler, ni même être rappelé de son existence. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça, surtout quand la chose que vous essayez d'oublier est liée à votre famille. Malgré tous mes efforts, les nouvelles concernant la société et la gestion désastreuse de Mike finissaient toujours par m'atteindre. Au début, c'était de petites choses. Un ami qui y travaillait encore m'a envoyé un message, « Mec, Mike vient de virer 3 cadres supérieurs parce qu'il n'était pas en phase avec sa vision. » Ma première réaction? J'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement prévisible. Mike n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Ses employés étaient là depuis les débuts et connaissaient l'entreprise par cœur. Les perdre, c'était comme se couper un bras et espérer courir un marathon. Ensuite, j'ai appris qu'il modifiait certains contrats. Je suis pour l'innovation, mais Mike jouait avec des accords qui existaient depuis des années, des relations que j'avais soigneusement construites et entretenues. Les clients ont commencé à s'éloigner, frustrés et confus. Et malgré tout, mes parents continuaient de le soutenir. Il est juste en train de s'adapter, a dit ma mère à un ami commun. Ça fait partie du processus. Ouais, bien sûr. Le processus pour couler une entreprise, oui. Puis est venu le vrai coup de massue, la fraude financière. Je ne connais pas tous les détails parce que, franchement, je n'ai pas envie de creuser, mais d'après ce que j'ai compris, Mike a essayé de gonfler nos chiffres pour impressionner un gros client. Erreur de débutant. Le gars pensait sûrement être malin, mais tout ce qu'il a fait, c'est agiter un énorme drapeau rouge qui criait « Auditez-moi ». Les conséquences ont été immédiates et brutales. La réputation de l'entreprise a été réduite en miettes, les clients sont partis en masse, et les procès ont commencé à s'accumuler. Apprendre tout ça, c'était comme regarder un accident de train au ralenti. D'un côté, je me sentais vengé. J'avais prévenu mes parents que Mike n'était pas prêt pour ce rôle, mais ils n'avaient pas écouté. De l'autre, c'était douloureux de voir s'effondrer en si peu de temps quelque chose que j'avais mis tant d'années à construire. Je ne voulais pas m'en soucier, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Cette entreprise avait été ma vie pendant 12 ans. C'était comme regarder quelqu'un prendre une masse pour démolir une maison que vous avez bâtie de vos propres mains. Mais le pire, c'est que rien de tout cela ne me surprenait. Mike n'avait jamais été préparé à diriger. Ce type avait grandi avec une cuillère en argent dans la bouche, il n'avait jamais eu à lutter pour quoi que ce soit. Il dégageait cette arrogance, comme s'il pensait qu'il pouvait entrer dans une pièce et improviser en s'en sortant toujours. Ça peut peut-être marcher à l'école, mais pas dans le monde réel. Les affaires ne pardonnent pas. Elles se fichent de ton nom de famille ou de ton bulletin de notes. Et Mike l'apprenait à la dure. Je n'étais pas le seul à l'avoir vu venir. J'ai commencé à recevoir des appels et des messages d'anciens collègues, des gens avec qui je n'avais pas parlé depuis des mois. « Mec, tu nous manques ici », m'a dit l'un d'eux. « C'est un vrai chaos sans toi. » Un autre m'a confié, « L'endroit ressemble à un navire en train de couler. Je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir. » C'était flatteur, bien sûr, mais aussi amer. Ces personnes, j'avais travaillé à leur côté pendant des années, elles m'avaient fait confiance et soutenu. Les entendre galérer me donnait envie de les aider, mais je savais qu'il valait mieux ne pas m'impliquer. Je n'allais pas me pointer pour réparer le désastre de Mike. Ce n'était plus mon rôle. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est la façon dont mes parents géraient tout ça. Au lieu de tenir Mike responsable, ils lui trouvaient des excuses. Il est sous beaucoup de pression, a dit ma mère quand quelqu'un a évoqué les accusations de fraude. Il a juste besoin de temps pour trouver ses repères. Du temps? Le type avait réussi à presque détruire l'entreprise en moins de 6 mois. Combien de temps supplémentaire lui fallait-il? Et n'oublions pas ma sœur. Elle était la plus grande supportrice de Mike dans toute cette histoire, agissant comme s'il était une sorte de génie incompris. Je ne sais pas si elle était vraiment dans le déni ou simplement trop fière pour admettre qu'elle s'était trompée. Dans les deux cas, c'était rageant. C'était elle qui avait poussé pour que Mike obtienne le poste de PDG, convainquant mes parents que c'était la bonne décision, et maintenant elle persistait dans son erreur. J'ai gardé mes distances la plupart du temps. Mais un jour, je n'ai pas pu résister. J'ai croisé un vieil ami de la famille au supermarché, et il a lâché, l'air enjoué,
que ça devait être excitant de voir la nouvelle génération prendre les rênes de l'entreprise. Je me suis contenté de sourire et de répondre « excitant n'est pas le mot que j'utiliserais ». Il a ri, mais je ne plaisantais pas. D'une manière étrange, voir l'entreprise imploser avait quelque chose de cathartique. C'était comme si toute la frustration et la colère que j'avais ressentie quand ils m'avaient écarté au profit de Mike trouvaient enfin leur justification. Je n'étais pas fou. Je ne dramatisais pas. Ils avaient fait une énorme erreur, et maintenant ils en payaient le prix. Cela dit, je ne me réjouissais pas de leur échec. J'étais passé à autre chose. Ou du moins, j'essayais. J'avais commencé à réfléchir à des idées pour créer ma propre entreprise, quelque chose que je pourrais bâtir de zéro, sans interférence extérieure. Ma femme me soutenait énormément, m'encourageant à sauter le pas et à faire quelque chose pour moi. C'était effrayant, mais aussi excitant. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir le contrôle sur mon propre avenir. Pendant ce temps-là, mes parents, eux, s'agitaient dans tous les sens. J'ai appris par des connaissances qu'ils essayaient de limiter les dégâts et de rétablir la confiance avec les clients. Bonne chance avec ça. Une fois que la confiance est rompue, il est presque impossible de la regagner, surtout dans le monde des affaires. Et avec les procès qui s'accumulaient, ils avaient de bien plus gros problèmes à gérer. Quant à Mike, je n'avais aucune idée de la manière dont il gérait tout ça. Je n'avais pas parlé avec lui depuis ma démission, et honnêtement, je n'en avais pas envie. Mais d'après ce que j'entendais, il était complètement dépassé. Certains disaient qu'il essayait encore de faire croire qu'il maîtrisait la situation, tandis que d'autres affirmaient qu'il était au bord de la crise de nerfs. Dans tous les cas, ce n'était pas mon problème. Au bout de 6 mois, l'entreprise n'était plus que l'ombre d'elle-même. Les clients étaient partis, les employés quittaient le navire en masse, et mes parents étaient désespérés. Ils ne m'avaient pas encore contacté, mais je savais que ce n'était qu'une question de temps. Et quand ils le feraient, je savais déjà ce que j'allais dire. 6 mois après que j'ai quitté l'entreprise familiale, l'inévitable arriva. Je m'y étais préparé, mais j'ai quand même ressenti un mélange d'émotions en voyant mes parents sur le pas de ma porte. Ils avaient l'air plus vieux, plus stressés que je ne les avais jamais vus. Mon père avait cette raideur gênée, comme s'il ne voulait pas être là mais n'avait pas le choix. Ma mère, elle, portait toute la détresse sur son visage. Je ne les ai pas immédiatement invités à entrer. Honnêtement, j'ai failli leur claquer la porte au nez, mais je ne l'ai pas fait. « On peut entrer ?» a demandé mon père, d'une voix hésitante. J'ai fait un pas de côté sans un mot, et ils sont entrés. La tension était palpable immédiatement. Ma femme, qui était dans la cuisine, m'a lancé un regard mais n'a rien dit. Elle savait que ce moment allait arriver, elle aussi. Elle est montée discrètement à l'étage, me laissant gérer. Je me suis assis en face d'eux, les bras croisés, attendant qu'ils commencent. Ma mère a pris la parole en première. Comme toujours. « Nous avons besoin de ton aide, dit-elle, la voix tremblante. L'entreprise est. » Elle a hésité, comme si le dire à voix haute empirait les choses. Elle est en difficulté. Mike a commis des erreurs. De grosses erreurs. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste fixé, laissant le silence s'installer. Il était clair qu'elle voulait que je comble le vide, que je propose une solution. Je ne l'ai pas fait. Finalement, mon père a pris la parole. Il est dépassé, a-t-il admis, en se frottant les tempes comme s'il avait mal à la tête. Et maintenant, l'entreprise fait face à des procès, perd ses clients. On tient à peine. C'était un moment que j'avais imaginé de nombreuses fois depuis ma démission. Je les voyais venir me demander de réparer les choses, et moi, éclatant de rire. Mais maintenant que ça arrivait vraiment, je me sentais plus agacé qu'autre chose. Ce n'était ni satisfaisant ni réconfortant. C'était juste triste. Et qu'attendez-vous de moi, ai-je fini par demander. Mon ton n'était pas en colère, mais il n'était pas doux non plus. Je voulais qu'ils se sentent mal à l'aise. Ils le méritaient. Ma mère a tendu la main, posant la sienne sur la mienne. « Tu connais l'entreprise mieux que quiconque » a-t-elle dit. « Nous avons besoin que tu reviennes. S'il te plaît. » Ces mots m'ont frappé plus fort que prévu. Pendant des années, tout ce que je voulais, c'était qu'ils reconnaissent ma valeur, qu'ils admettent que c'était moi qui maintenais l'entreprise à flot. Et maintenant, ils étaient là, à me supplier presque de les sauver. Mais ça ne ressemblait pas à une victoire. Ça ressemblait à une insulte. Après tout ça, ils s'attendaient encore à ce que je nettoie leurs dégâts. Pourquoi ne pas demander à Mike, ai-je dit en retirant ma main. Il est PDG, non? Alors qu'il s'en occupe. Mike ne peut pas gérer ça, dit mon père, la frustration perçant dans sa voix. Nous avons fait une erreur. Nous le voyons maintenant. Mais c'est plus grand que lui. C'est l'entreprise, c'est tout ce que nous avons construit. Tout ce que j'ai construit, rectifiez-je. C'est moi qui ai passé 12 ans à faire de cette entreprise ce qu'elle est. Et vous m'avez écarté comme si je n'étais rien. Mon père poussa un profond soupir en se renfonçant dans sa chaise. Il avait l'air fatigué, vaincu. Nous pensions faire ce qu'il fallait, dit-il. Nous pensions que Mike apporterait quelque chose de nouveau. Mais tu avais raison. Il n'était pas prêt. Et maintenant, nous payons le prix. L'entendre l'admettre aurait dû me faire du bien, mais ce n'était pas le cas. Cela me rendait seulement plus en colère. Ils savaient que Mike n'était pas prêt. Je leur avais dit encore et encore, mais ils ne m'avaient pas écouté. Et maintenant,
il voulait que je ramasse les morceaux. Je suis désolé, dit doucement ma mère, les larmes aux yeux. Nous avions tort. Nous aurions dû te faire confiance, mais il n'est pas trop tard. Tu peux encore arranger ça. Je me levai, faisant les 100 pas dans la pièce. Vous voulez que je répare ça? Dis-je, la voix montant d'un cran. Vous croyez que je peux simplement revenir là-bas et tout arranger comme par magie? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous ne m'avez pas fait confiance avant, mais maintenant que vous êtes désespéré, je suis soudain assez bien? Il ne dit rien, et ce silence alimenta encore ma colère. Vous comprenez seulement ce que vous demandez? Vous me demandez de mettre ma vie entre parenthèses encore une fois, de vous sortir d'une situation que vous avez créée. Et pourquoi? Pour que vous me tapiez dans le dos et disiez « Beau travail, fiston », avant de me jeter à nouveau sous le bus? Ce n'est pas ça, dit fermement mon père. C'est une question de sauver l'entreprise, de sauver notre héritage. Ton héritage, répliquai-je. Pas le mien, plus maintenant. Ma mère se mit alors à pleurer franchement, enfouissant son visage dans ses mains. Mon père resta assis, fixant le sol comme s'il ne savait plus quoi faire. Et, un instant, je me sentis coupable. C'étaient mes parents, après tout. Mais je me souvenais de l'humiliation, de la trahison, des innombrables nuits passées à travailler tard pendant qu'ils encensaient Mike pour ses bonnes notes. Cela m'énervait plus que leurs larmes ne pouvaient m'attendrir. Je ne peux pas vous aider, dis-je finalement, la voix ferme. Je ne le ferai pas. J'ai déjà commencé à travailler sur mes propres projets. Je construis quelque chose pour moi maintenant, et je ne vais pas tout jeter pour nettoyer votre gâchis. Mon père releva la tête, le visage durci. Alors c'est ça? Tu vas simplement tourner le dos à ta famille. Je ricanai, un rire amer. C'est vous qui m'avez tourné le dos les premiers. N'essayez pas de me culpabiliser. Ça ne marchera pas. Ils partirent peu après, ma mère reniflant encore, et mon père semblant vouloir argumenter, mais trop las pour le faire. Dès que la porte se referma derrière eux, je laissai échapper un souffle tremblant. Ma femme descendit l'escalier et m'entoura de ses bras. Tu as fait ce qu'il fallait, dit-elle. Tu ne leur dois rien. Elle avait raison, bien sûr, je le savais. Mais ça faisait quand même mal. Quitter l'entreprise avait déjà été assez difficile. Quitter mes parents l'était encore plus. Mais je ne pouvais pas revenir. Pas maintenant. Plus jamais. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je pensais à ce qu'ils avaient dit. Sauver l'entreprise. Réparer les choses. Une part de moi en avait envie. Pas pour eux, mais pour moi. Pour les gens avec qui j'avais travaillé. Pour les clients qui m'avaient fait confiance. Mais une autre part de moi savait que ce n'était plus ma responsabilité. Ils avaient fait leur choix et ils devaient maintenant en assumer les conséquences. Je m'endormis cette nuit-là plus sûr que jamais. Je ne retournerai pas en arrière. Il était temps d'avancer. Après la visite de mes parents sur le pas de ma porte, je ressentis une étrange clarté. Pour la première fois depuis des mois, je cessais de regarder en arrière. J'avais passé trop de temps à ressasser ce qui s'était passé, la trahison, la déception, la colère. Mais après leur avoir claqué la porte au nez, au sens figuré comme au sens propre, je compris qu'il était temps de me concentrer sur ce qui m'attendait. Si je ne retournais pas dans leur entreprise, je devais bâtir la mienne. Partir de zéro est intimidant, même quand on sait ce qu'on fait. Je n'avais pas de grand bureau ni d'équipe prestigieuse. Je n'avais même pas un vrai plan au début. Tout ce que j'avais, c'était les compétences et les connaissances acquises en 12 ans, et la détermination de prouver, à moi-même, et un peu à eux aussi, que je pouvais y arriver. La première étape était de déterminer quel type d'entreprise je voulais créer. L'immobilier était tout ce que je connaissais, donc ça, c'était évident. Mais je ne voulais pas seulement recréer l'entreprise de mon père. Je voulais faire quelque chose de différent. De mieux. J'avais appris beaucoup au fil des années. Pas seulement sur le marché, mais sur la façon de traiter les gens. Les clients. Les employés. Tout le monde. Mes parents avaient toujours traité l'entreprise comme une machine. Produire des contrats sans se soucier des personnes derrière. Je voulais bâtir quelque chose de plus personnel. De plus humain. J'ai commencé par recontacter quelques anciens clients. C'étaient des gens avec qui j'avais travaillé pendant des années, des gens qui me faisaient confiance. Je leur expliquais que je lançais mon propre projet et leur demandais s'ils aimeraient retravailler avec moi. À ma surprise et à mon soulagement, la plupart furent enthousiastes. On se demandait quand tu allais te remettre en piste, me dit l'un d'eux. Mike est un désastre. On attendait que quelqu'un prenne les choses en main. Leurs réponses me donnèrent le coup de pouce dont j'avais besoin. S'ils croyaient en moi, alors peut-être que je pouvais réussir. Mais convaincre des clients n'était qu'une partie du puzzle. Il me fallait aussi une équipe. L'entreprise n'allait pas tourner toute seule. C'est là qu'intervinrent mes anciens collègues. J'étais resté en contact avec certains après mon départ, et je savais que certains étaient mécontents de la gestion de Mike. Un par un, je commençais à passer des coups de fil. « Salut, je monte quelque chose », leur disais-je. « C'est petit pour l'instant, mais je pense que ça a du potentiel. Ça t'intéresse ?» Les réponses furent massivement positives. Beaucoup avaient déjà quitté l'entreprise de mon père, fatigués du chaos et de la mauvaise gestion. Ils étaient entre deux emplois, à la recherche de quelque chose de nouveau. « Je suis partant », dit immédiatement l'un d'eux. J'attendais cet appel. En quelques semaines,
j'avais une petite équipe solide. Nous n'avions pas de beaux bureaux ni d'équipement dernier cri, juste un espace de travail partagé et beaucoup d'enthousiasme. Cela ressemblait au début de l'entreprise de mon père, quand nous étions audacieux et affamés. Sauf que cette fois, c'était ma vision, mes règles. Monter l'entreprise fut un tourbillon. Entre l'enregistrement officiel, la création d'un site internet et la mise en place de notre marketing, je n'avais presque pas le temps de souffler. Mais c'était grisant. Chaque petite victoire, un client signé, une piste qui devenait un contrat, semblait un immense accomplissement. Pour la première fois depuis des années, je ne faisais pas que travailler. Je créais quelque chose, et c'était incroyable. Bien sûr, ce n'était pas sans difficulté. Il y eut des moments de doute, des instants où je me demandais si je n'avais pas vu trop grand. Le stress de tout jongler, finance, logistique, relations clients, était parfois écrasant. Mais chaque fois que j'avais envie d'abandonner, je me rappelais pourquoi je faisais tout ça. Je ne construisais pas seulement une entreprise. Je me prouvais que j'en étais capable. L'un des plus grands défis fut de trouver l'équilibre entre travail et vie personnelle. Ma femme me soutenait énormément, mais je savais que ce n'était pas facile pour elle. Elle travaillait à temps plein pendant que je consacrais toute mon énergie à l'entreprise, souvent jusque tard dans la nuit. « Tu vas finir par t'épuiser si tu continues comme ça », me prévint-elle un soir alors que j'étais voûté sur mon ordinateur portable, à relire des contrats. « Je sais », répondis-je en me frottant les tempes, « mais si je ne pousse pas maintenant, ça ne décollera jamais. » Elle ne répliqua pas, mais je vis l'inquiétude dans ses yeux. C'était un rappel que, même si bâtir l'entreprise était important, maintenir la vie que nous avions construite ensemble l'était tout autant. Je pris mentalement note de trouver un meilleur équilibre, même si je ne savais pas encore comment. Au fil des semaines, les choses commencèrent à se mettre en place. Nos premières affaires se conclurent sans accroc, et les retours des clients furent extrêmement positifs. On dirait les débuts, me confia l'un d'eux, quand les choses étaient plus simples, plus personnelles. Ça me manquait. Entendre ça sonnait comme une validation. Je faisais quelque chose de bien. Rapidement, l'entreprise commença à croître. Ce n'était pas une croissance explosive, certes, mais régulière, et cela me suffisait. Pendant ce temps, je ne pouvais ignorer les rumeurs qui couraient sur l'entreprise de mon père. D'après ce qu'on disait, la situation allait de mal en pis. Il perdait des clients à tour de bras, et les procès s'accumulaient. Difficile de ne pas ressentir un petit frisson de satisfaction, après tout, je les avais prévenus. Mais surtout, j'avais de la peine pour les employés et les clients pris dans la tempête. Ils méritaient mieux. Ce qui me surprit vraiment, c'est combien de ces clients et employés commencèrent à venir vers moi. Ce n'était pas quelque chose que je cherchais activement, du moins pas au début, mais le bouche à oreille fit son effet, et les gens me contactèrent. « Si tu cherches du personnel, fais-moi signe », me dit un ancien collègue. Je n'en peux plus ici. Un autre client m'envoya un mail, « Nous t'avons toujours fait confiance. Parlons-en. » Je ne les débauchais pas. Ils venaient vers moi. Et honnêtement, ça faisait du bien. Ces gens reconnaissaient ma valeur, voulaient travailler avec moi pour ce que j'apportais. Un contraste frappant avec la façon dont ma famille m'avait traité. À la fin du 2e mois, nous avions dépassé la capacité de notre espace partagé et commencions à chercher de vrais bureaux. C'était une petite étape, mais elle paraissait énorme. Debout dans cet espace vide, imaginant les possibilités, je ne pus m'empêcher de sourire. C'était à moi. Tout cela. Personne ne pouvait me l'enlever. Je ne faisais pas que survivre. Je m'épanouissais. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment libre. Le temps que je trouve mon rythme dans cette nouvelle entreprise, les choses avec ma famille s'étaient envenimées. La nouvelle s'était répandue. Des clients passaient chez moi. Des employés me contactaient pour rejoindre mon équipe. Et il ne fallut pas longtemps pour que mes parents et ma sœur soient au courant. Je n'avais pas parlé à aucun d'eux depuis leur visite chez moi. Et je n'en avais pas l'intention. Mais clairement, eux n'en avaient pas fini avec moi. Ça commença par des mais. Mon père en envoya quelques-uns, tous des variantes du même message. Il voulait parler, arranger les choses. Je les ignorais. Puis ma mère se mit à appeler. D'abord une fois par semaine, puis tous les quelques jours. Je ne décrochais jamais. Finalement, elle laissa un message vocal qui me fit bouillir. « J'espère que tu es heureux », dit-elle d'une voix tremblante, saturée d'une colère à peine contenue. « Tu es en train de déchirer cette famille. Je ne sais pas comment tu peux vivre avec ça. » Je supprimai le message sans répondre. Que pouvais-je dire? Ils avaient fait leur lit, maintenant ils devaient y dormir. Je n'étais pas responsable de leur désastre, peu importe combien ils essayaient de m'en accuser. Mais les choses prirent une tournure encore plus grave quand ma sœur s'en mêla. Contrairement à mes parents, qui essayaient encore de me culpabiliser pour que je revienne, elle attaqua directement. Un jour, sans prévenir, je reçus une lettre d'avocat. Au début, je crus à une erreur. Mais en la lisant, mon estomac se noua. Il m'accusait de voler des clients et des employés. Selon la lettre, j'avais sciemment saboté leur entreprise en débauchant des comptes et du personnel clé. Ils affirmaient que je violais une sorte d'accord familial tacite et exigeaient que je cesse immédiatement mes activités. Sinon, ils menaçaient de poursuites judiciaires. Je ne pus m'empêcher de rire en lisant ça. C'était tellement ridicule, tellement mesquin.
Il n'y avait aucune clause de non-concurrence dans mon contrat quand je travaillais pour eux. J'avais vérifié. 2 fois. Ils n'avaient aucune base légale. Mais le simple fait qu'ils en soient arrivés à cette tactique m'indiquait leur désespoir. Au lieu de répondre directement, je transmis la lettre à mon avocat. Occupe-t'en, lui dis-je. Je n'ai pas le temps pour ces bêtises. Il m'assura que ce n'était qu'une menace vide, et de ne pas m'inquiéter. N'empêche, toute l'histoire m'avait laissé un goût amer. Quelques jours plus tard, mes parents débarquèrent sans prévenir dans mes bureaux. C'était la première fois qu'ils voyaient le nouvel espace, et je pouvais dire qu'ils n'étaient pas contents. Ma mère jeta un regard autour d'elle, le dédain à peine dissimulé, tandis que l'expression de mon père oscillait entre colère et défaite. « Tu crois vraiment que ça va marcher ?» demanda-t-il en désignant les bureaux. « Tu joues à un jeu dangereux. » Je m'adossai à ma chaise, impassible. « Ça marche déjà ?» répondis-je simplement. « Et ce n'est pas un jeu. » Le visage de ma mère s'empourpra de colère. « Tu es en train de tout détruire » lança-t-elle. « Tu te rends compte de ce que tu fais à cette famille ? À nous ?» Je me levai, gardant une voix calme mais ferme. « Ce que je fais, dis-je, c'est construire quelque chose pour moi. Quelque chose dont vous ne me croyez pas capable. Si ça vous dérange, c'est votre problème, pas le mien. » Ils ne restèrent pas longtemps après ça. Je pense qu'ils comprirent qu'il n'y avait plus aucun intérêt à essayer de me faire culpabiliser. Mais leur visite me laissa secoué, non pas à cause de leurs paroles, mais parce qu'elle confirma quelque chose que je soupçonnais depuis un moment. Ils n'étaient pas seulement bouleversés par la perte de l'entreprise. Ils étaient bouleversés d'avoir perdu le contrôle sur moi. Pendant des années, j'avais été celui sur qui on pouvait compter, celui qui maintenait les choses à flot. J'avais sacrifié tant de ma vie pour bâtir leurs rêves, et maintenant que j'étais parti, ils ne savaient plus quoi faire. Ce n'était pas une question de clients ou d'argent, c'était une question de rapport de force, et ils détestaient que je les repris. Pendant ce temps, la société de mon père sombrait encore davantage. Les employés quittaient le navire en masse, et leur réputation était en lambeaux. Mike, d'après ce que j'entendais, ne se présentait presque plus au travail. On m'a dit qu'il avait été vu dans un bar, en plein après-midi, complètement à l'ouest. Je n'avais aucune pitié pour lui, mais je ne pouvais m'empêcher de penser que tout cela aurait pu être évité si mes parents avaient fait un autre choix. Les procès étaient toujours en cours, et d'après ce que je savais, l'équipe juridique de l'entreprise avait du mal à suivre. Je ne les enviais pas essayer de nettoyer le chaos laissé par Mike, c'était comme tenter d'éteindre un incendie de forêt avec un tuyau d'arrosage. Ce n'était qu'une question de temps avant que tout s'effondre. Pendant tout ce temps, je gardais les yeux sur mon propre projet. Nous grandissions régulièrement, attirant de nouveaux clients et élargissant l'équipe. J'engageai une petite agence marketing pour nous aider à nous faire connaître, et l'effet fut presque immédiat. Les demandes commencèrent à affluer, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis optimiste quant à l'avenir. Un soir, alors que je révisais nos finances, ma femme entra dans la pièce avec un verre de gingembre. « Tu sais, dit-elle en s'asseyant à côté de moi, je ne crois pas t'avoir jamais vu aussi heureux. » Je souris en posant mes papiers. Ça fait du bien, avouai-je, de construire quelque chose pour moi, de ne plus répondre à personne. Elle posa sa tête contre mon épaule. Tu le mérites. Ces mots sont restés avec moi bien longtemps après qu'elle soit allée se coucher. Pendant si longtemps, j'avais couru après l'approbation de quelqu'un d'autre. Mes parents, ma famille, même Mike, d'une certaine manière. Mais désormais, je faisais enfin quelque chose pour moi. Et pour la première fois, je me fichais complètement de ce que les autres pouvaient penser. Assis là, entouré des preuves de mon travail acharné, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ce n'était pas seulement une question de prouver que mes parents avaient tort ou de surpasser Mike. Il s'agissait de me prouver à moi-même que j'étais capable de plus, que je n'avais pas besoin de leur validation pour réussir. Et à ce moment précis, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Qu'ils envoient leurs lettres. Qu'ils fassent leurs menaces. Je n'y retournerai pas. Pas maintenant. Pas jamais. Des mois après la visite impromptue de mes parents à mon bureau et les menaces juridiques ridicules de ma sœur, je me suis retrouvé dans un état auquel je ne m'attendais pas, le contentement. Ma nouvelle entreprise fonctionnait bien, pas parfaitement, bien sûr, mais suffisamment pour me garder occupé et optimiste. Ma femme avait même commencé à parler de réduire son propre emploi pour me rejoindre à temps plein, et l'idée de construire cela ensemble rendait tout encore plus significatif. Pourtant, les vestiges de mon ancienne vie planaient toujours en arrière-plan. Mes parents n'étaient pas du genre à lâcher prise, et même si j'avais bloqué la plupart de leurs tentatives de contact, de temps en temps, des nouvelles sur l'entreprise familiale ou sur Mike me parvenaient par des connaissances communes. Et les nouvelles étaient rarement bonnes. Mike, semblait-il, avait finalement craqué sous la pression. Les procès avaient drainé financièrement l'entreprise, et la perte de clients clés signifiait que le revenu était pratiquement inexistant. Mon père avait été contraint de liquider certains actifs pour maintenir les portes ouvertes, mais même cela ne suffisait pas. Quelques anciens collègues qui m'avaient rejoint récemment m'ont dit que leur bureau ressemblait désormais à une ville fantôme. Les employés qui restaient le faisaient par désespoir, pas par loyauté. Un jour, j'ai reçu un appel d'un ancien client qui était resté fidèle à l'entreprise de mon père plus longtemps que la plupart. « Tes parents ont vendu le bâtiment » m'a-t-il dit. « Je pensais que tu voudrais le savoir. » Cela m'a pris de court.
Vendre le bureau? Ce bâtiment avait été le siège de l'entreprise depuis le premier jour. C'était plus qu'un simple lieu de travail. C'était un symbole de tout ce que nous avions construit ensemble. Entendre qu'il n'était plus là avec quelque chose d'étrange. Pas de la tristesse, exactement, mais comme si un autre morceau du passé s'était effondré. Merci de m'avoir prévenu, lui ai-je répondu. Mais je ne suis plus impliqué avec eux. Je m'en doutais, a-t-il dit. Je pensais juste que tu préférerais l'apprendre de la part de quelqu'un qui croit encore en toi. J'ai apprécié ce geste. Cela m'a rappelé que tout le monde ne m'avait pas tourné le dos au milieu de ce chaos. Quelques semaines plus tard, j'ai eu une autre surprise. Cette fois, ce n'était pas un appel téléphonique ni une lettre. C'était un email de mon père. J'ai failli le supprimer sans le lire, mais la curiosité l'a emporté. L'objet indiquait « des excuses ». Je l'ai ouvert, parcourant rapidement les premières lignes, m'attendant à lire encore des excuses ou des supplications. Mais en avançant, j'ai réalisé que c'était différent cette fois. Il ne me demandait pas de revenir ni n'essayait de rejeter la faute. Il admettait s'être trompé. Je pensais faire ce qui était le mieux pour la famille, écrivait-il. Mais je vois maintenant que j'ai laissé mon orgueil prendre le dessus. J'ai écouté ta sœur parce que je ne voulais pas admettre que je me trompais à propos de Mike. Je vois maintenant que c'est toi qui méritais ce poste, et je suis désolé de ne pas l'avoir reconnu plus tôt. L'email continuait sur plusieurs paragraphes, évoquant des moments du passé que j'avais depuis longtemps enterrés. Il parlait de combien il s'était appuyé sur moi durant les premières années, à quel point il savait que l'entreprise n'aurait pas survécu sans mes contributions. Lire cela paraissait surréaliste. Une partie de moi avait attendu des années pour entendre ces mots, mais maintenant qu'ils étaient là, je ne savais pas quoi ressentir. Vers la fin, il a écrit quelque chose qui m'a marqué. Je sais que je ne peux pas réparer ce qui s'est passé, mais j'espère qu'un jour tu trouveras dans ton cœur la force de me pardonner. J'ai refermé l'email sans répondre. Le pardon était une chose compliquée. Je n'étais plus en colère. Pas vraiment. Mais je n'étais pas prêt à les laisser revenir dans ma vie non plus. J'avais l'impression qu'ils essayaient encore de me ramener dans le passé, et j'avais trop travaillé pour le laisser derrière moi. Pendant ce temps, mon entreprise continuait de croître. Nous avions déménagé dans des bureaux plus spacieux et embauché quelques employés supplémentaires. Certains clients qui étaient restés fidèles à l'entreprise de mon père ont fini par me contacter, demandant s'ils pouvaient travailler avec moi à la place. J'ai hésité au début, mais après quelques conversations, j'ai compris qu'ils ne cherchaient pas seulement un bon contrat. Ils cherchaient de la stabilité. Je leur ai offert cela, et en retour, ils m'ont donné leur confiance. Quant à Mike, la dernière nouvelle que j'ai eue était qu'il vivait de nouveau chez ma sœur. Les procès avaient été réglés, mais les dégâts financiers étaient faits. On disait qu'il essayait de se retrouver, mais ce que cela voulait dire restait un mystère. Je ne lui souhaitais pas de mal, mais je ne le plaignais pas non plus. On lui avait offert une opportunité qu'il n'était pas prêt à assumer, et il l'avait gâchée. Ce n'était pas mon problème. Ma sœur, comme on pouvait s'y attendre, ne gérait pas bien les conséquences. D'après les rares échos que j'avais par des connaissances communes, elle était amère et en colère, accusant tout le monde sauf elle-même pour la tournure des événements. Mes parents avaient cessé de la défendre publiquement, ce qui m'en disait long. Ils voyaient enfin qui elle était vraiment. Pas la fille brillante qu'ils avaient toujours crue, mais quelqu'un qui savait surtout s'occuper d'elle-même et de personne d'autre. Un jour, assis dans mon bureau à contempler la ligne d'horizon de la ville, j'ai réalisé que je me sentais libre. Vraiment libre. Le poids des attentes de ma famille, de leurs déceptions, de leurs manipulations, tout cela avait disparu. Pendant si longtemps, je m'étais défini par ce qu'ils pensaient de moi, par ce que je pouvais faire pour gagner leur approbation. Mais désormais, rien de tout cela n'avait d'importance. Je ne construisais pas mon entreprise pour prouver quelque chose ou pour leur tenir tête. Je le faisais pour moi, pour ma femme, pour les gens qui croyaient en moi. Et cela suffisait. Je ne sais pas si je me réconcilierai un jour totalement avec ma famille. Peut-être qu'un jour, quand la poussière sera vraiment retombée, nous trouverons un moyen de recoller les morceaux brisés. Ou peut-être pas. Dans tous les cas, ça me va. Pour l'instant, je me concentre sur l'avenir. Et pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression qu'il m'appartient.